Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue pour ce SEO Square. J'ai la chance d'être à tes côtés, Daniel. Plaisir partagé. Est-ce que tu es en forme, Daniel, pour lancer ce En SEO forme. Square? J'ai pris mon café, donc c'est parti. Génial. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? On veut bien une petite réponse dans le chat pour être sûr. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse. Suspense. Ah, si, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. On a eu peur, hein. Génial. En plus, on teste notre nouveau logiciel de webinar. On espère que ça va bien se passer. Alors, je vois que la salle est en train de se remplir petit à petit. Donc, je vous propose, moi, j'ai 3 questions pour vous. Puis après, j'aurai 2 questions pour Daniel. Et après, on vous présentera le programme. Déjà, petite question pour les premiers arrivés, les leftos. Première question, d'où venez-vous? De quel département, ville, pays? Parfois, on a des pays différents. Ça m'intéresse toujours de savoir un peu la couverture, je dirais, nationale du SEO Square. Donc, on a du Lille, Grenoble, Paris, 64, Rennes, Lyon. Ah, merci pour Lyon. Melun, Bordeaux. Bon, on couvre bien toute la France. Nickel. Madagascar, Tanzanie, voilà. Madrid, voilà. Ça, j'aime bien quand on a les autres pays également. Eh bien, merci à vous d'être présents. Deuxième question, combien d'éditions de SEO Square avez-vous assisté? Aujourd'hui, c'est la 9e. Est-ce que c'est votre première, votre deuxième, troisième, quatrième, ou vous n'arrivez plus à compter? Elles sont trop nombreuses. Donc, il y en a pour qui c'est la 0. Donc, on espère qu'on va passer du 0 à la première. Première, 0, 2, 4, 3. Il y a pas mal de nouveaux quand même. 4. Bon, on va bien voir un 9 arriver à un moment donné. Et dernière question pour vous, et après je m'attaque à Daniel. Donc Daniel, prépare-toi quand même. Quel est votre challenge SEO content du moment ou pour 2025? Quel est votre enjeu? Ah, on a Cyril qui est participé à 9 éditions du SEO Square. Bientôt la carte de fidélité. Alors, dans les gros enjeux, Daniel, peut-être tu rebondiras du coup pendant ta conf. On a les sujets de scaler le SEO, d'avoir plus de conversions, de trouver le triangle d'or, l'IA, la stratégie de contenu, les conversions également, les migrations de sites, l'IA, le netlinking, pas mal de conversions, il faut faire du business, c'est normal, la rédaction, retrouver la foi dans le SEO. Ah, bon, bah, ça, c'est ton rôle, Daniel. Le copywriting, etc. C'est intéressant. Ouais, il y a beaucoup de sujets autour de l'IA et la conversion, donc très intéressant. Top. Bon, Daniel, question pour toi. Personnellement, j'ai commencé le SEO il y a plus de 15 ans. Moi, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé et pourquoi, en fait, tu es devenu expert SEO? Avec grand plaisir. À vrai dire, j'ai commencé à peu près en même temps que toi, il y a aussi une quinzaine d'années. J'ai commencé en 2008-2009 et je pense comme beaucoup de référenceurs, je suis tombé un peu dessus par hasard. À l'époque, j'avais fait des études en LEA, j'avais fait une école de commerce, donc j'étais plutôt dans du marketing pur et dur. Et en gros, dans la première société dans laquelle je travaillais, j'étais le seul à l'aise avec l'informatique. Donc, ils m'ont dit en gros, tiens, on a un site web, aide-nous parce qu'en gros, on galère. Voilà, ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, après, j'ai eu la chance de partir sur un poste de responsable web marketing pour un gros site e-commerce de l'époque. Et le référenceur de l'époque que j'ai remplacé avait monté un réseau de sites déjà. Donc, on était déjà en 2008-2009. Il y avait une dizaine de sites WordPress et ils m'ont dit, voilà, tu te démerdes avec ça et puis il faut les faire monter, il faut les référencer. Et puis après, on met les mains dedans. Et puis, une fois qu'on accroche ce métier, on est passionné, on bidouille, on teste, on fait monter. Super, super. Et donc, ça devient une passion. Oui, Pendant de longues années. C'est ça, je pense qu'on est tous dans le même cas. C'est une fois qu'on on triture un peu l'algorithme, qu'on essaie de chercher où est-ce qu'on peut pousser, vraiment une belle passion.
Génial. Et du coup, jusqu'ici, on avait souvent Olivier Andrieux qui ouvrait le bal avec une conférence pour le SEO Square. Et je crois que justement, il y a un passage de flambeau entre Olivier Andrieux, le pape du SEO, justement, il y a quelqu'un qui cherchait la foi. Je crois qu'il y a eu un passage de flambeau avec toi. Tu peux nous en dire plus? Exactement, donc Olivier Andrieux, il a quitté le monde du SEO, donc Mm. maintenant ça va faire un peu plus d'1 an de mémoire, quasiment 2 ans. Mhm. Il est parti dans le monde de la BD, d'ailleurs si vous voulez le suivre aussi, il fait des super bandes dessinées, n'hésitez pas. Et donc effectivement, il a cédé une grosse partie de ses activités, donc tout le monde connaît Abondance, format SEO, etc., à l'agence Cozy à Nantes. Et sur la partie livre, en fait, il m'a envoyé un petit mail, il m'a dit voilà, je cherche un repreneur, je sais que tu aimes bien écrire, et puis il m'a dit j'ai 3 livres, est-ce que ça t'intéresse de les reprendre? Et donc oui, effectivement, j'ai commencé cette année avec le SEO en 500 questions. On a publié la 2e édition là au printemps. Et va venir les 2 autres livres, et notamment la fameuse Bible que beaucoup d'entre vous ont déjà lu sûrement, Réussir son référencement web. Voilà, et on devrait avoir une nouvelle édition normalement dans le courant de l'année prochaine. Super. Donc, grâce à toi, le legacy des livres d'Andrieux va pouvoir continuer sous ton nom. Donc, c'est un très joli passage de flambeau. Alors, ce que je vous propose, je vais vous présenter le programme. Et puis après, Daniel, je te laisserai la main pour lancer ta conférence à 9h30. Donc déjà, bienvenue à tous. Je vois que la salle est en train de se remplir à vue d'œil. Et donc, on est vraiment extrêmement content de vous avoir parmi nous. Vous êtes plus de 5000 inscrits au SEO Square. C'est la 9e édition. Donc, d'édition en édition, on continue d'avoir ces chiffres extrêmement impressionnants. Et sans vouloir trop vous spoiler, eh bien, on vous a préparé un programme qu'on espère incroyable et exceptionnel. Le but du SEO Square, c'est de vous partager un maximum d'expertise, de bonnes pratiques autour des enjeux du SEO, du content, du marketing digital de manière générale. Je tenais à dire un énorme merci à nos partenaires, SimilarWeb, Rocketlinks, Acceptio, Jellyfish, NP Digital, OnCrawl et tous nos partenaires médias, sans qui cet événement n'aurait pas cette envergure. 2 jours de conférences, 14 conférences de haut niveau, 26 speakers. Voilà, ça fait plus de 6 mois qu'on prépare le sujet pour vraiment vous offrir un super moment et pour que vous repartiez avec plein de belles idées, notamment pour votre stratégie 2025. Pour dire 2 mots sur SEMJ, qui sommes-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je vois qu'il y a certains nouveaux venus au SEO Square. SEMJ, on est une solution logicielle SEO à destination des grandes marques qui mènent une stratégie de contenu. On le sait très bien, dans le SEO, il y a 3 grands piliers, dont le pilier du contenu. Et donc, grâce à SEMJ, eh bien, ces grandes marques vont chercher beaucoup plus de performance SEO grâce à leur stratégie de contenu. Donc, on est très fiers de travailler à des très, très belles marques type Leroy Merlin, Aromazone, Massif, etc., etc. Le SEO Square, c'est aussi pour nous l'occasion d'annoncer une très, très belle nouvelle fonctionnalité. Je sais que dans l'audience, il y a de nombreux clients qui sont parmi nous. C'est une fonctionnalité qui a été demandée depuis un certain temps. Nous lançons aujourd'hui l'AI+ Brain Voice. Qu'est-ce que c'est l'AI+ Brain Voice? On le sait très bien, l'IA générative est de plus en plus utilisée. Aujourd'hui, dans SEMJ, vous avez la fonctionnalité AI+ Content, Atomic Content pour générer des contenus via l'IA optimisé SEO. Désormais, vous allez pouvoir générer des contenus également en reproduisant votre ton de marque, qui est très important pour créer des contenus engageants et homogènes avec le ton de marque de votre site web. Donc, c'est une super fonctionnalité. Vous allez pouvoir l'essayer dès aujourd'hui. Côté client, on est vraiment très, très fiers. Pour nous, c'est vraiment un grand moment. On pense qu'il y aura un avant et après. Vous verrez, les contenus IA sont juste incroyables. Un dernier aspect, on a lancé pas mal de nouvelles fonctionnalités d'ailleurs dernièrement, notamment la fonctionnalité Search Intelligence qui vous permet d'avoir une analyse concurrentielle augmentée par l'IA générative. Donc, c'est juste incroyable. Si vous n'avez pas encore eu de démo de Search Intelligence, n'hésitez pas à nous faire une demande de démo, on vous montrera. Et pour les nouveaux clients, sachez qu'il y a également une offre spéciale qui est à ne pas manquer. Donc, s'il y a bien un moment pour découvrir SEMJ,
côté nouveaux clients, eh bien, c'est maintenant. Assez parlé de CMJ. Maintenant, on parle du programme. Et là, pour cette première journée, eh bien, sacré programme, puisque Daniel, tu nous fais l'honneur d'ouvrir le bal, où tu nous expliqueras globalement les grandes tendances du SEO à maîtriser pour sa stratégie 2025. Ensuite, nous aurons Cécile de Santévet avec Michel de CMJ qui partageront comment, côté Santévet, ils sont allés chercher une croissance à 3 chiffres. Rien que ça. Donc, du concret, du pragmatique, de la performance. Ensuite, nous aurons une très belle table ronde animée par Véronique sur comment intégrer l'intelligence artificielle au sein des équipes marketing, notamment avec les retours d'expérience de Pléo, Alan et Best Western. On le sait bien, l'IA, c'est le gros sujet. D'un côté, il y a toute la partie exploration, puis à un moment donné, il y a les sujets d'industrialisation. Et donc, cette table ronde est clairement à ne pas manquer. Puis nous aurons Maxime, qui est également un ancien du SEO de Rocket Links, qui partagera avec vous son expertise, ses bonnes pratiques autour du netlinking. Ensuite, à 14h30, j'animerai une conférence aux côtés des équipes du groupe SEB, Les Furets et Unimédia pour des partages d'expériences pour que vous puissiez justement, je dirais, vous inspirer des experts in-house. Ensuite, nous aurons une conférence côté web performance par Acceptio. Et puis, nous finirons cette première journée, the last but not the least, par le grand Barry Schwartz, à qui vous pourrez poser vos questions et où il répondra. Barry Schwartz, qui est un énorme influenceur international. Et donc, le SEO Square, c'est aussi le moment d'ouvrir les chakras et d'aller chercher de l'expertise, je dirais, dans d'autres pays que la France. Ça, c'est le premier jour. Vous allez passer une bonne nuit, vous ressourcer, rêver peut-être un peu de SEO, content et IA. Et puis après, dès demain matin, après une tasse de café ou de thé, eh bien, on attaque à nouveau avec Karine Abou, grande influenceuse du content marketing, qui vous partagera les grandes tendances à maîtriser autour du content. Ensuite, nous aurons Jérémy Charlet de SEMJ pour une super conf sur le maillage interne. Alix et Inès de SimilarWeb pour vous aider à mieux maîtriser votre visibilité à 360 degrés sur l'ensemble du search. Ensuite, nous aurons le duo Sipai Wong et Julia pour des conseils concrets pour booster justement la qualité de vos contenus pour que vos contenus soient plus engageants et convertissent. Et d'ailleurs, on voyait dans le chat, la conversion est un gros enjeu, donc ça tombe bien. Nous aurons ensuite le grand Flavien Chervet, auteur du grand livre Hyperprompt, best-seller sur Amazon. Moi, côté CMJ, tout le monde a sa copie de ce livre et qui vous partagera du coup à travers sa conf eh bien, des prompts, du prompt engineering côté marketing digital. Donc, intelligence artificielle. Ensuite, nous aurons David de Jellyfish pour pour tous ses conseils sur comment mener une stratégie content basée sur la data. Et puis, nous terminerons cette 9e édition du SEO Square par le grand gourou de l'inbound marketing, Neil Patel, conférence en anglais sur comment repenser le SEO à travers tous les changements du moment et quelles sont les grandes tendances également à maîtriser. Voilà. Un programme normalement incroyable, exceptionnel. C'est vous qui nous le direz dans les feedbacks, mais on espère que vous allez passer un super moment. Je vois qu'il me reste 2 minutes, donc je vais très vite. Sachez que vous avez reçu un mail avec les liens pour accéder aux conférences. En parallèle, si vous rencontrez un problème, eh bien, n'hésitez pas d'aller sur le site web du SEO Square. Il y a une petite bulle de chat pour vous aider. Il y a toute l'équipe de CMJ qui pourra vous répondre en live et vous débloquer en cas de problème. Sachez que si jamais vous rencontrez un problème, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, vous pouvez recharger. Posez vos questions dans le chat pour les speakers. À la fin de chaque conférence, eh bien, il y aura des questions-réponses. Et un dernier aspect, il me reste 1 minute et c'est peut-être la partie la plus importante. Nous avons 26 speakers qui ont investi énormément d'énergie, d'efforts, de plaisir également pour préparer ces 14 conférences
Vous allez apprendre plein de belles choses. Eh bien, je vous invite à partager tout ce que vous trouvez d'intéressant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, pour en faire profiter l'ensemble de la communauté marketing. Donc, faites du bruit sur LinkedIn, sur Twitter avec le hashtag SEO Square. Voilà. Et bien maintenant, Daniel, je te laisse démarrer ta conférence. Encore un grand merci à toi de nous faire l'honneur d'être présent et de lancer cette 9e édition. Et c'est parti pour le SEO Square. Eh ben, merci à toi. Bonjour à tous. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui. Et mon objectif aujourd'hui pour cette première conférence d'ouverture du SEO Square, c'est de vous donner un peu une vision d'ensemble de ce qu'est le SEO aujourd'hui et de ce qu'il va être en 2025 et de tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez mettre en place, tout ce que vous ne devez pas oublier pour avoir un SEO qui performe, qui grossit, qui convertit. Comme le disait Nicolas, c'était a priori une problématique qui revenait assez souvent dans les commentaires. Je me présente juste rapidement, même si ça a déjà été dit. Donc, je m'appelle Daniel Roch, je suis le créateur de l'agence SEO Mix. Je suis aussi le créateur de l'extension WordPress SEO qui s'appelle SEO Key. Et vous m'avez effectivement vous avez pu me voir dans différents livres ou dans différentes conférences un peu partout. Et donc, c'est toute cette expertise acquise là depuis le début des années 2010 que je vais essayer de vous transmettre et de vous donner vraiment cette vision d'ensemble de ce que vous allez devoir faire en 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO évolue. Beaucoup de gens ont tendance à dire que le SEO, c'est mort. Ça, c'est dans le game qu'on voit très souvent. Le SEO est très, très, très loin d'être mort. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous voyez vraiment à quel point le référencement naturel reste un levier extrêmement important. Si je prends juste Google, aujourd'hui, en 2024, c'est 91% de part de marché, c'est 85 milliards de visites par mois et 8,5 milliards de recherches par jour. Donc, le référencement naturel, ça reste un levier qui est extrêmement important et qui ne va pas disparaître. Et le référencement naturel a de longues journées devant lui, c'est pas près de disparaître. Donc maintenant, l'idée, c'est, on va rentrer dans le concret, et pour comprendre ce que vous devez faire en 2025, il faut d'abord que vous compreniez l'état du SEO aujourd'hui en 2024. En 2024 et en 2023 d'ailleurs, on nous avait promis un changement radical avec l'arrivée de l'IA. Vous pouviez trouver d'ailleurs à de nombreuses reprises ce type d'article qui vous indiquait que l'arrivée de l'IA dans les moteurs de recherche allait avoir un impact énorme dans certains types de requêtes. Vous voyez dans cet exemple-là, avec jusqu'à 65% de perte de trafic potentiel si Google intégrait l'intelligence artificielle. Bon, à vrai dire, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, puisque au final, voici plutôt ce qui s'est passé. L'IA qui devait être la révolution du SEO, du moins en termes d'impact sur notre trafic, finalement a eu très peu d'impact. Aujourd'hui, il faut savoir que là où l'IA est déployée chez Google pour les utilisateurs, en fait, l'impact est de plus en plus faible. Mois après mois, en fait, il y a de moins en moins d'utilisateurs, de moins en moins d'affichage de ce type d'IA. Et en plus, de toute manière, en France, on ne l'a pas. Donc, l'IA qui devait être la plus grande révolution n'a finalement pas eu lieu. Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a réellement changé en 2024 et qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place en 2025 ? Quels sont les éléments que vous allez devoir anticiper ? Quels sont les éléments que vous allez devoir corriger ? Il y a 5 grands points que je vais détailler pendant cette conférence. Je rentrerai dans le détail, vous rassurez-vous, mais d'abord, vous allez avoir des contraintes sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir passer outre. On va parler de contraintes légales et les contraintes techniques, notamment tout ce qui va être DMA, tout ce qui va être crawl et indexation. Donc ça, je vais en parler. Je vais parler aussi de toutes les actions classiques qui fonctionnent toujours. Alors, j'ai vu en plus qu'il y avait pas mal de conférences qui reprennent certaines de ces actions, notamment sur la web perf, notamment sur le netlinking, notamment sur le maillage interne. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours importantes en 2025. Et il y a 3 éléments qui vont m'intéresser moi particulièrement. C'est ce qui change en fait depuis 2022-2023, qui ont pris beaucoup d'ampleur en 2024, qui vont vraiment avoir un impact encore plus important en 2025. C'est tout ce qui va être la notion d'expérience utilisateur, de marque, et notamment de NavBoost dont je vais vous parler. La notion d'expertise, et ensuite la notion d'outils qui évoluent. Et là, je parle d'outils surtout côté utilisateur, côté internaute, comment les internautes aujourd'hui font des recherches, puisque leurs usages vont évoluer et il va falloir, entre guillemets, s'y adapter pour pouvoir performer. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir ensemble.
Mais pour comprendre ça, et ça c'est vraiment hyper important parce que ça va vous permettre d'anticiper aussi 2026, 2027, 2028 et toutes les années qui suivent, il faut d'abord comprendre pourquoi on en est là et pourquoi Google évolue et pourquoi Google évolue de cette façon-là. Il y a plusieurs sujets. La première, c'est que vous allez avoir des innovations depuis des années. Je vous en ai mis quelques-unes. La Meta Keyword au tout début de Google, Google AMP, le PageRank, le balisage schéma.org, les Core Web Vitals. Enfin, j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres. Mais en résumé, Google, depuis le début, évolue, met en place des innovations techniques, des innovations en termes d'interface, de type de résultats. Et la raison, c'est pourquoi Google fait ça. Par exemple, pourquoi Google a mis en place l'IA. Il y a en fait, quand on se pose cette question, il faut bien comprendre que derrière, Google va avoir différents types de problématiques qui sont extrêmement importantes. La première, elle est très simple, c'est que Google, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir fidéliser, il faut absolument que Google lui-même ait une bonne expérience utilisateur. Il faut que le moteur de recherche soit capable de proposer les bons résultats, les bons contenus, le bon affichage pour répondre à l'intention. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient essayé de faire avec l'IA parce qu'ils avaient cru anticiper un changement de besoin utilisateur et donc ils s'étaient rués dessus. Bon, en l'occurrence, pour l'IA, ça fait un flop, mais c'est une des premières raisons pour lesquelles Google va évoluer dans les années qui viennent. La deuxième raison, ça, je pense que vous le savez tous, Google n'est pas une société, ce n'est pas une association et ce n'est pas dans le domaine de l'open source. Ils veulent gagner un maximum d'argent. Donc, leur but, c'est d'avoir de la rentabilité comme n'importe quelle entreprise. Et ce n'est pas pour rien que quand moi j'ai commencé le référencement naturel, il y avait très peu de pubs. On faisait une recherche, j'avais juste mes résultats naturels et tout se passait très bien. Alors que maintenant, voilà, vous avez de l'ADS, vous avez des PAA, vous avez les produits qui s'intègrent directement dans le moteur de recherche. Google va toujours rechercher la rentabilité. Et donc, certaines des choses dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est uniquement mis dans une notion de rentabilité pure et dure. Et d'ailleurs, cette rentabilité m'amène à la troisième raison pour laquelle Google va évoluer en 2025 encore et toujours, c'est l'aspect technique. Le web grossit de plus en plus. Google a de plus en plus de recherches à traiter par mois, par jour, par heure et par seconde. Google a aussi de plus en plus de contenu à aller crawler, à indexer, et tout ça, ça a un coût. Et ça a une complexité technique qui fait que Google doit forcément trouver des moyens de fournir le bon résultat aux internautes en un minimum de temps et en un minimum de coût. Ici, ce que vous avez sur la photo, c'est un des data centers de Google aux États-Unis. Et ils en ont plusieurs des comme ça. Et donc, ça coûte un petit peu de sous à la fin du mois. Donc, Google va toujours avoir ses contraintes en tête pour tout ce qui va suivre après. Et justement, ce qui va suivre après, c'est ce que vous allez devoir mettre en place. Et je vais commencer par ce qui fâche. C'est les choses où, quand on va parler de vos stratégies SEO pour 2025, les choses qui ne font pas forcément plaisir, c'est la notion de contrainte. C'est-à-dire, il y a des choses où, quoi qu'il arrive, Google devra passer par là, puisqu'il y a des problématiques qu'il va devoir traiter. Et la première, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est la notion technique, notamment de problèmes de crawl et d'indexation. Google, aujourd'hui, depuis plusieurs années, a de plus en plus de problèmes d'indexation. Typiquement, vous publiez un contenu, vous mettez en ligne un nouveau site, et vous vous rendez compte qu'il ne s'indexe pas correctement, ou en tout cas, il s'indexe lentement, que Google se met à crawler des URL qui ne devraient pas crawler, et ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et de la même façon, vous avez aussi des résultats qui peuvent être complètement aberrants dans certains cas. Donc, tout ça, c'est un aspect technique qui est très important. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, au final, Google s'en fiche. Que Google, des fois, a des problèmes d'indexation sur votre site, ça n'a aucune incidence. Et d'ailleurs, aussi que Google propose des résultats aberrants, ça a peu d'importance. L'exemple que j'aime toujours donner, qui me fait toujours autant rire et qui est toujours vrai en 2024, c'est la fameuse pizza aux anchois. Vous allez dans Google Images, vous tapez pizza aux anchois et vous verrez qu'il y a Adriana Carambeu qui se balade dans les images. Et ça, technologiquement, le moteur de recherche est capable d'analyser l'image. Il est capable de reconnaître que ce n'est pas une pizza. Mais il ne le fait pas pour une raison de coût et de dépenses. Et donc, ce qui veut dire que Google, ce qu'il va faire dans sa stratégie, c'est qu'il va essayer d'axer son crawl et son indexation sur les contenus qui vont être réellement importants. C'est-à-dire qu'il va éliminer d'office ce qui n'a aucune pertinence pour lui en termes de rentabilité ou en termes de réduction des coûts. Et d'ailleurs, quand je vous parle des problèmes, Google, il en a quand même régulièrement. Ici, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous conseille en tout cas de le mettre dans vos favoris. Vous avez le tableau de bord de la recherche Google, dans lequel Google vous donne les bugs qu'ils ont rencontrés, en tout cas les bugs officiels, parce qu'ils ne les mettent pas tous. Et si je prends juste 2024, il y a eu quand même 7 jours dans lesquels les équipes de Google avaient un problème d'indexation. Ils n'arrivaient plus à indexer correctement les contenus du web.
pendant plus de 7 jours. C'est un laps de temps qui est énorme. Et ce genre de problématique, en fait, va continuer à se développer dans les années qui suivent. D'ailleurs, juste petite remarque au passage, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'outils sur le crawl et l'indexation. Des outils qui, il y a 2-3 ans, n'existaient pas. Là, vous voyez, je fais une recherche sur outils indexation, je vais tomber sur IndexMe, je vais tomber sur Foudroyer. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est bien la preuve que l'indexation est une problématique technique qui ne va ne faire que grossir. Puisqu'il y aura de plus en plus de sites, il y aura de plus en plus de contenu, il y aura de plus en plus de recherches, Google devra trouver un moyen de suivre le rythme, et vous, derrière, il va falloir que vous vous adaptiez. Et sur cette contrainte seule, la vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous devez faire en 2025 ? La réponse, elle est simple, c'est que d'un point de vue technique, je parle, votre site doit être irréprochable. C'est-à-dire que quand le moteur de recherche va arriver dessus, vous devez faire en sorte que lorsqu'il crawl et qu'il indexe vos différentes URL, il le fasse de manière pertinente. Ça veut dire j'ai pas de bug, j'ai pas d'erreur dans mon code HTML, ça veut dire que j'ai un bon temps de chargement, ça veut dire que j'ai du balisage schéma.org, ça veut dire que je vais supprimer tous mes contenus dupliqués qui font perdre du temps au moteur de recherche, je vais supprimer tous les contenus qui servent à rien, les contenus dépassés, les contenus inutiles. Vous savez, ce fameux article de certaines entreprises qui disent bonne année 2024, bonne année 2025, ce genre de choses. Et puis, bien entendu, toute la notion de popularité des mails internes pour donner envie à Google de revenir crawler et indexer votre site, puisque ça devient une problématique importante et elle ne va faire que croître. Ça, c'est votre première contrainte pour 2025. Deuxième contrainte, qui va venir juste après, c'est la loi. Les aspects légaux, on a beaucoup parlé de la RGPD, qui avait surtout un impact côté utilisateur, côté conversion, côté consentement, ads, etc. Mais il y a un petit nouveau qui arrive, qu'on appelle le DMA, le Digital Market Act, qui a d'ailleurs été mis en place en mars 2024 sur le marché européen. Et pour essayer de résumer un peu ce que c'est que le DMA, c'est une loi qui vise à contrôler les grands fournisseurs du web, les fameux GAFAM, en leur imposant différentes règles. Et ce qui m'intéresse, moi, particulièrement d'un point de vue SEO, c'est que Google, dans ce DMA, est considéré comme un gatekeeper, donc un contrôleur d'accès. Et lorsqu'on est considéré comme un contrôleur d'accès dans le DMA, ça va impliquer une chose et surtout un article qui est hyper important, que je vais vous lire, c'est celui-ci. Les contrôleurs d'accès ne peuvent plus favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des vendeurs qui utilisent leur plateforme. En résumé, Google ne peut plus promouvoir ses services si les concurrents ne peuvent pas promouvoir leurs services au même endroit. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qui a changé en référencement déjà en 2024 et que si vous avez loupé le coche en 2024, vous devez absolument le mettre en place en 2025. Le premier, c'est quelque chose qui m'agace énormément à titre personnel, c'est vous tapez le nom d'une entreprise, donc là je tape SOMX, et normalement dans les résultats, dans la fiche à droite, Local Business, vous avez une petite carte dans laquelle normalement vous pouviez cliquer. Vous cliquez sur cette carte et ça vous affiche Google Maps pour pouvoir vous rendre à cet endroit-là. Et la raison pour laquelle ce n'est plus cliquable, c'est le DMA, puisqu'en fait là c'est un abus de position dominante sur lequel Google Maps va être privilégié par rapport à d'autres services. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et donc Google a été forcé de faire en sorte que ce ne soit plus cliquable, et d'ailleurs je ne pense que ce ne le sera plus jamais. Ou alors, Google va peut-être réévoluer encore sur l'évolution que je vous montre après. Je vous donne un deuxième exemple. Cette fois-ci, je tape SEMJ. Imaginons que je ne connaisse pas SEMJ. J'ai vu que certains ne connaissaient pas le SEO Square aujourd'hui, donc peut-être découvrent aussi SEMJ au passage. Et puis ils vont se dire, bah, tiens, SEMJ, je veux savoir ce qu'ils font et je vais voir les avis. Donc je vais cliquer sur les avis clients. Et en fait, avant le DMA, quand je cliquais sur mes avis, ça m'affichait directement les avis de ma fiche Google. Sauf qu'aujourd'hui, si vous regardez bien ma capture d'écran, en fait, ça déclenche une recherche. Ça déclenche la recherche Google avis sur nom de l'entreprise, et donc là, avis sur CMJ, dans lequel, en fait, ce que va faire Google, c'est qu'il va vous afficher différents encarts en fonction des différentes plateformes d'avis qui existent. Ici, en l'occurrence, CMJ est présent uniquement sur la plateforme d'avis Google, mais si CMJ avait des avis sur Trustpilot, par exemple, j'aurai aussi un encart Trustpilot, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que vous, la façon dont vous allez gérer vos avis dans une notion de référencement local va changer. Je ne vais plus me concentrer uniquement sur ma fiche Local Business, je vais aussi devoir aller sur d'autres plateformes d'avis pour gagner de la visibilité aussi autrement. Et dernier exemple, juste sur le DMA, c'est les fameux sites de lieux. Moi, ça me remonte à mes années 2010 où j'avais les bons vieux annuaires. Si vous prenez une requête générique, ici, je tapais restaurant Nantes, par exemple. Avant le DMA, j'avais directement la Google Maps qui s'affichait, dans lequel je devais essayer d'être premier dans cette Maps. Sauf que maintenant, en fait, comme la Maps est concurrentielle et est considérée comme un abus de monopole,
Google affiche ce qu'il appelle maintenant un nouveau outil de bancaire qui s'appelle les sites de lieux, dans lequel, en fait, c'est ni plus ni moins que d'autres plateformes qui vont aussi référencer ce type d'activité. Ce qui veut dire que si moi, je suis référenceur, en fait, il faut aussi que je sois présent sur TripAdvisor, sur Fooding, sur The Fork et sur Petit Futé. Il faut que mon restaurant soit aussi présent sur ces sites-là pour justement essayer de recapter le trafic qui n'aurait pas cliqué sur la map, qui est située juste un peu plus bas dans ma capture d'écran. Donc le DMA, c'est un exemple de ce qui arrive en 2024 et il risque d'évoluer encore, notamment Google dans sa façon de l'implémenter. Et je pourrais aussi avoir d'autres lois qui vont arriver. Donc la vraie question à vous poser, c'est aujourd'hui dans cette contrainte légale telle qu'elle est mise en place, qu'est-ce que vous devez faire? Alors il y a des choses que j'ai déjà dit rapidement, mais grosso modo, vous devez vous adapter à ces changements législatifs et notamment vous allez pouvoir créer par exemple une page d'avis sur votre propre site pour directement vous positionner en premier. Ça va être pour la partie Maps d'avoir une vraie page avec un plan d'accès, avec un itinéraire, les lignes de bus pour y accéder, etc. Ça va être d'aller créer des avis sur d'autres plateformes. Ça va être d'aller sur ces fameux annuaires dont je viens de parler pour créer des vraies fiches et aussi déposer des avis sur ces fiches-là. Enfin, c'est un travail qui est plus long, mais dites-vous que la loi va forcément impacter la façon dont vous allez traiter certaines notions de référencement naturel. Donc ça, c'est des choses qui, en 2025, vous n'aurez pas le choix de passer par ces éléments-là. Ça, c'est ce que j'appelle mes contraintes. Ensuite, le deuxième aspect qui va entrer en compte en 2025, c'est les actions que vous devez poursuivre. Je vais essayer de passer vite dessus, mais en gros, c'est des choses qu'on fait déjà en 2024, qu'on faisait déjà en 2023, en 2022, et que vous devez impérativement continuer. Pour moi, ça reste des classiques, des choses que vous devez faire, quoi qu'il arrive, pour performer en SEO. Vous allez d'ailleurs d'abord avoir ce que j'appelle ma base technique, notamment tout ce qui va être compatibilité mobile et tout ce qui va être temps de chargement. Ça, c'est des notions qui vont être très importantes. Juste pour rappel, Google aujourd'hui a un index 100% mobile, c'est-à-dire que quand il parcourt le web, quand il le crawl et qu'il l'indexe, il le fait sur des smartphones. Et donc, votre site doit être compatible mobile pour le moteur de recherche. Il doit l'être aussi pour vos visiteurs, pour avoir un maximum de conversion. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine, hein, parce que c'est des choses dont Google nous parlait à partir de 2018, dans lequel il nous annonçait le déploiement de l'indexation orientée mobile, qui d'ailleurs devait normalement prendre peu de temps. Bon, résultat des courses, on est en 2024. Là, c'est un article du site officiel de Google de juin, dans lequel ils expliquent qu'en fait, ils ne sont pas encore à 100% mobile parce qu'ils ont encore des contraintes techniques dont je vous parlais. Quoi qu'il en soit, vous devez être compatible mobile. Juste le petit paradoxe avec cette notion-là, c'est qu'aujourd'hui, Google nous a privés de tous les outils qui nous permettaient de tester ça. C'est-à-dire que jusqu'il y a quelques mois, on avait ce fameux outil de test de compatibilité mobile dans lequel on pouvait tester nos pages. On avait aussi un menu dédié dans la Search Console de Google. Google a décidé unilatéralement de supprimer ces outils et pourtant, vous devez être compatible mobile. Donc, juste sur ce point-là, ce que vous devez faire impérativement, c'est trois grands aspects selon moi. La première, c'est plus la façon de concevoir vos sites. Donc là, ça va plutôt parler aux développeurs. C'est que vous allez devoir d'abord avoir ce qu'on appelle un design mobile first, c'est-à-dire que vous créez vos maquettes d'abord en version mobile, vous intégrez votre site en mobile et seulement après, vous faites la variante desktop pour maximiser la performance. Je vous conseille aussi fortement d'analyser votre trafic parce que c'est là où vous allez vous rendre compte s'il y a une problématique technique sur certains utilisateurs de certains types de téléphones ou sur certaines résolutions. Et je vous conseille aussi d'utiliser des outils dédiés, vu que Google nous les a fait disparaître. Notamment, moi, je vous conseille beaucoup l'outil qui s'appelle BrowserStack, qui est un très bon outil pour les développeurs et qui permet justement de tester en long, large et en travers la compatibilité mobile de votre site. Ça, c'est des choses que vous devez faire en 2025, c'est un impératif. Le deuxième impératif aussi, c'est la vitesse, et la vitesse au sens large. Il y a la vitesse côté utilisateur, donc vraiment, qu'est-ce que les gens ressentent en termes de temps de chargement, etc. Vous avez la notion aussi d'un point de vue technique côté Google, les fameux Core Web Vitals, où vous devez être dans le vert pour être considéré comme avoir un bon temps de chargement. Et ensuite, et ça, c'est des choses qui sont trop souvent ignorées, c'est le monitoring de Google. Donc là, c'est plutôt de monitorer ce que fait Googlebot quand il va crawler et indexer votre site pour voir s'il y a des problèmes de performance qui fait que Google aurait du mal à venir crawler vos différentes pages. Et donc, le but du jeu, c'est dans ce type d'affichage, le fameux outil officiel de Google, d'essayer d'avoir des résultats bien meilleurs que celui que je viens de vous montrer qui est en échec. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que Google vous considère comme rapide et donc pertinent pour l'internaute. Et si je reviens au monitoring de Google, vous avez un outil gratuit pour ça. Vous allez dans la Search Console de Google, vous allez dans un petit menu caché qui est dans Paramètres.
dans lequel vous aurez justement des statistiques sur le crawl de Google, et notamment, moi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est le temps de réponse moyen que vous avez sur l'écran, parce que ça vous donne le temps que Google met à pouvoir parcourir chacune des URL, et ça, c'est des choses qui vont être très importantes. Et donc, en tout cas, retenez qu'en 2025, le temps de chargement, on est obligé d'y passer. Je vous donne des conseils ultra rapides, mais grosso modo, ayez un système de cache, optimiser ce qu'on appelle les assets, donc tous vos fichiers JavaScript, CSS, voilà, on va les minifier, on va les fusionner, on va faire un chargement différé, etc. Vous allez aussi choisir un bon hébergement. Et toujours d'un point de vue technique, on va chasser les mauvais contenus, parce que si Google crawl des contenus inutiles, vous lui faites perdre du temps, vous allez lui faire perdre des ressources, et tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument aller corriger. Donc ça, c'est 2 points techniques indispensables en 2025 sur la partie technique. Toujours dans les indispensables et dans les classiques, des choses qui marchent toujours en 2024, qui sont toujours vraies en 2025, c'est ce que j'appelle moi les bases du SEO, notamment tout ce qui va être la réponse aux besoins de l'utilisateur et tout ce qui va être notion de popularité. Alors, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est des choses d'ailleurs qui vont être réabordées dans les conférences qui viendront après, mais grosso modo, d'abord, on va essayer de répondre le mieux possible à l'intention de recherche. Qui sont mes clients et mes prospects potentiels, comment est-ce qu'ils recherchent leurs problématiques, comment ils recherchent leurs produits et leurs services, comment ils vont le taper, quelle est l'intention derrière, est-ce qu'ils veulent s'informer, est-ce qu'ils veulent acheter, est-ce qu'ils veulent comparer, quand ils tapent cette expression, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment. L'idée, c'est de faire cette analyse en long, large, en travers, d'analyser la SERP pour bien comprendre, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils recherchent. Vous voyez, quand je tape audit SEO, juste la première partie de la page de résultats me donne déjà plein d'indices sur ce qu'ils pourraient rechercher par rapport à cette expression. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de répondre le mieux à l'intention de recherche. Ça, c'est vraiment un travail, on va dire, classique SEO qui est de plus en plus important, qui prend de plus en plus de poids. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est je comprends le besoin, je rédige le bon contenu qui va derrière. Et rédiger le bon contenu, ce n'est pas que d'un point de vue SEO, hein. C'est aussi d'un point de vue conversion, c'est d'un point de vue humain, ressenti par votre internaute. Et bien entendu, intégrer ça correctement dans la structure de votre site. Donc ça, c'est aussi un indispensable, c'est un classique du référencement naturel. Et dans le dernier classique que je vais aborder, c'est la notion de popularité. Donc, vous voyez, je fais de magnifiques petits schémas explicatifs, mais cette fameuse notion que tout le monde connaît du PageRank, cette notion de popularité qui fait qu'un lien va donner du poids à mon contenu, va lui donner de l'importance aux yeux de Google, ça reste toujours vrai. Et je pense que ça va rester vrai encore pendant de longues années. Le netlinking, l'acquisition de popularité, va être vraiment un levier hyper important. Alors, je crois qu'en plus, il y a vraiment une conférence dédiée sur le sujet dans les 2 jours de conférence du SEO Square, mais gardez ça en tête. Et donc, les liens, sans rentrer dans le détail, allez chercher du lien par tous les moyens possibles. Là, j'ai mis un tout petit panel de ce qu'on peut faire, mais on peut faire de l'achat de liens, on peut faire des communiqués de presse, on peut faire de l'événementiel, de l'échange de liens, de l'annuaire, du guest blogging, enfin, on peut faire plein de choses pour aller chercher du lien, mais en 2025, c'est juste un indispensable. On ne peut pas faire de stratégie SEO sans faire de lien vers son site pour lui donner un maximum de popularité. Okay, et donc, ça implique d'obtenir des backlinks de manière brute, mais c'est aussi d'aller chercher sa clientèle là où elle est. Si vous vous rendez compte que votre clientèle, elle est sur certains forums, par exemple, ça va être le fait d'aller sur ce forum, de parler et d'interagir avec cette clientèle, et au passage de récupérer quelques petits liens dans cet échange. Donc ça, c'est des choses qui marchent toujours très bien. Et de manière générale, et je vais en reparler plus tard là, dans cette conférence, c'est penser de manière beaucoup plus large, penser stratégie de com, comment est-ce qu'avec d'autres événements, je vais venir aussi promouvoir ma marque. L'exemple typique, c'est aujourd'hui, on est au SEO Square, créé par CMJ, par effet ricochet, CMJ se fait connaître aussi de la communauté SEO, grâce à l'expertise de l'ensemble des conférenciers et à l'organisation de l'événement. Donc, la popularité, ce n'est pas juste du lien, c'est de la com au sens large. Et donc ça, c'était vrai en 2024, c'était vrai en 2023, et vous devrez continuer en 2025. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce qui va changer. Je vais un peu trouver dans mes slides. Qu'est-ce qui va évoluer en 2025, qui a déjà commencé à évoluer d'ailleurs, ce n'est pas un changement nouveau, et que vous devez impérativement prendre en compte. D'abord, il y a la notion d'outil. La notion d'outil, c'est que côté internaute, quand ils vont faire des recherches ou quand ils vont utiliser leur ordinateur ou leur smartphone, il y a de vrais changements
à prendre en compte. Je vous en ai donné 3, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, d'outils qui existent et qui évoluent, et la fameuse IA aussi qui va avoir de l'importance. Je vous donne des exemples parce que vous allez bien comprendre. Je vais d'abord vous parler de Google Lens. Google Lens, c'est un outil de Google qui vous permet de rechercher à partir d'une image. Donc, vous faites une capture d'écran et vous dites à Google, recherche-moi dans cette capture d'écran ce qui s'y trouve. Et là, dans l'exemple officiel des équipes de Google, vous vous dites, tiens, cette veste, je la trouve super jolie, j'ai envie de me l'acheter. Et bien avec Google Lens, je vais faire une recherche à l'intérieur de l'image pour justement extraire son contenu et que Google fasse une recherche sur cette extraction. Ça peut marcher sur un produit, ça peut marcher sur une personne, ça peut marcher sur un paysage pour trouver le lieu, etc. Et ça, c'est des choses que les gens commencent de plus en plus à utiliser. Et donc vous, ça veut dire que quand vous allez créer vos contenus, quand vous allez gérer votre site, il faut que vous ayez des contenus adaptés, des images qui vont avec pour tirer profit des utilisateurs de Google Lens. Ça, c'est un premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est la fameuse IA. Alors, si je prends de manière très optimiste, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des cabinets privés sur quel sera l'impact de l'IA sur le monde de la recherche. Certaines études allaient jusqu'à dire, les 2 chiffres que je vous montre ici, jusqu'à 25% de recherche SEO en moins d'ici en 2026, jusqu'à 2 milliards de pertes pour les créateurs de contenu. Et en fait, ça venait de 2 choses. Ça venait de l'intégration de l'IA directement dans Google, dont je vous ai déjà parlé, mais surtout, et c'est là où il faut faire très attention, nous, en tant que référenceurs, c'est que l'IA, en fait, va être intégrée de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui risquent de sortir du moteur de recherche classique et d'aller directement rechercher sur des outils d'IA. Donc, ils vont chercher sur ChatGPT plutôt que sur Google. Mais c'est surtout que cette IA, en fait, peut être intégrée ailleurs. Prenons cet exemple-là. C'est qu'on pourrait avoir une intégration native de l'IA, par exemple ChatGPT, directement dans notre téléphone. Et pour le coup, ça éclipse purement et simplement le moteur de recherche. Windows travaille exactement de la même façon sur ces nouvelles versions de Windows pour que vous fassiez une recherche via l'IA de Microsoft, directement via Windows, plutôt que de passer par votre navigateur et un moteur de recherche. Donc ça, c'est un vrai risque SEO, clairement, pour l'avenir. Mais heureusement, et c'est là où je peux vous rassurer, c'est que l'IA, on peut la manipuler. Vous pouvez faire en sorte que l'IA mette en avant votre marque, vos produits et vos services dans les recherches. Donc là, une recherche tout à fait innocente de ma part, dans laquelle je demande quelle est la meilleure agence SEO WordPress en France, et dans laquelle la première agence listée est SEO Mix. Parce qu'on a fait en sorte de donner les bons contenus à l'IA pour justement pouvoir apparaître ici. Donc cet outil d'IA qui pourrait être intégré un peu partout, je peux essayer de là en tirer profit pour justement aussi gagner en visibilité, sans pour autant que ce soit directement dans le moteur de recherche. Le troisième exemple, et celui-là, il est sous-exploité. Alors, je pense que certains connaissent, mais beaucoup ne comprennent pas l'intérêt ou ne connaissent même pas le concept, c'est Google Discover. Google Discover, ça existe déjà maintenant depuis quelques années. C'est le fait de pousser du contenu à l'internaute sans qu'il ait fait de recherche. Notamment, vous êtes sur votre smartphone, et avant même de faire ma recherche, Google va me pousser des contenus basés sur mon historique de recherche, basés sur mon compte Google, basés sur plein de choses. Et Google Discover, pour l'expérimenter depuis pas mal de temps avec certains clients, les résultats peuvent être tout simplement impressionnants, surtout quand vous êtes sur des thématiques grand public. Je vous donne juste un petit graphique pour donner un exemple. Ici, vous êtes sur un site sur lequel, sur les 3 derniers mois, uniquement sur Google Discover, on a généré plus de 4 millions de clics. Preuve que cette notion de pousser le contenu plutôt que d'attendre la recherche de l'internaute va avoir un poids énorme. Et donc, tous ces outils-là que je vous montre, ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire une veille sur ces outils, savoir qu'ils existent, savoir comment faire pour être présent dedans, pour justement pouvoir apparaître sur ces autres outils, ces autres manières de rechercher pour l'internaute. Et donc, si je reprends l'exemple de ces 3 outils uniquement, et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des titres accrocheurs, on va essayer de suivre l'actualité justement pour avoir des contenus qui intéressent l'internaute. On va parler aussi d'expérience utilisateur, du UX, pour faire en sorte que les gens cliquent et aient envie de rester. Donc ça, je vais en reparler d'ailleurs juste après. On va avoir des bons visuels en haute qualité avec des bons textes alternatifs, pas mal de choses comme ça. Donc ça, c'est que des exemples. Si ces outils vous intéressent, je vous invite à chercher justement sur Google des tutos qui vont détailler ça en long, large, en travers. Mais ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte en 2025, c'est l'évolution et le fait que de plus en plus d'utilisateurs vont aller vers ces outils-là. Ça, c'est un premier point qui va changer, qui va continuer à évoluer en 2025. Le deuxième point,
et celui-là, c'est celui qui m'intéresse beaucoup, c'est le vrai changement de paradigme côté Google. Auparavant, dans une page de résultats de recherche, la chose qui prédominait, c'était des éléments techniques d'un point de vue SEO. La sémantique de mon contenu, la popularité, mon maillage interne, les éléments techniques, balisage de schéma.org, temps de chargement, tout ce que vous voulez, etc. Et en fait, déjà depuis quelques années, on s'était rendu compte, entre référenceurs, que finalement, plus un contenu était cliqué, plus on interagissait avec lui, plus il remontait. Et depuis fin 2023, c'est un peu Noël chez les référenceurs, parce qu'il y a plein de choses qui ont fuité côté Google et qui sont hyper intéressantes. Et notamment, ça a commencé courant 2023 avec un procès antitrust qui a eu lieu aux États-Unis, dans lequel Google a été obligé de témoigner sous serment et de dévoiler certains types de fonctionnement de son algorithme. Et donc, dès l'époque, les équipes de Google ont annoncé officiellement l'existence d'algorithmes qui s'appellent NavBoost. Et NavBoost, le principe de base est de mesurer tout ce que fait l'internaute lorsqu'il interagit avec une page de résultats. Sur quoi il clique, est-ce qu'il revient faire une recherche, est-ce qu'il clique sur un autre résultat, est-ce qu'il reste longtemps sur le site avant de revenir, enfin, tout ce genre de choses. Et ils le font sur les 13 derniers mois. Ils vont collecter un maximum de données. Donc ça, on s'en doutait déjà. Mais déjà, lors de ce procès, on a eu pas mal d'informations. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que pas mal de référenceurs se sont amusés à décortiquer Google Chrome. Parce qu'en fait, Google Chrome, c'est un petit navigateur vicieux qui vous traque. Pour faire le test, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous tapez Chrome histogramme pour aller dans le menu d'historique de ce que vous faites avec Google Chrome. Et Google Chrome, en temps réel, va noter tout ce que vous faites. Tout ce que vous survolez, tout ce que vous scrollez, tout ce que vous cliquez, tout ce que vous tapez dans votre navigateur, que ce soit dans Google ou sur les autres sites. Et si vous regardez bien dans le détail, à chaque fois que vous allez faire une recherche, dans cet histogramme remonte plein d'informations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous acceptez d'installer Chrome, vous acceptez de transmettre 100% de vos données aux équipes de Google. D'ailleurs, juste pour rappel, les Core Web Vitals dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas mesurés par Google. Les Core Web Vitals sont mesurés par Google Chrome et sont envoyés automatiquement aux équipes de Google. Et donc, toutes ces informations de ce que vous faites dans le moteur de recherche sont renvoyées automatiquement aux équipes de Google pour affiner le moteur de recherche. Et ce qui m'amène à ce qui a fait énormément plaisir aux équipes de Google cette année, c'est la fameuse fuite de données qu'il y a eu. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, il y a eu énormément de documents techniques qui ont fuité en début d'année, qui ont été rendus publics malencontreusement, dans lequel on a plein d'informations techniques sur beaucoup d'algorithmes de Google et d'ailleurs aussi des autres services de Google, etc. Et donc, dans ces fuites de données, on les a décortiquées. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on ne peut pas avoir la certitude que chaque élément est bien implémenté dans le moteur de recherche, il y a plein de choses qui viennent confirmer ce qu'on savait déjà ou ce qu'on a pu tester. Et notamment la fameuse notion de NavBoost dont je vous ai parlé, qui va classer en 3 types les interactions de l'utilisateur. Vous avez ce qu'on appelle, alors la traduction littérale, c'est cliquer, écraser, mais en gros, c'est tous les clics que Google ignore purement et simplement. Et ensuite, vous avez ce qu'ils appellent les clics courts et les clics longs. Alors, pour la faire courte, les clics courts, c'est l'internaute a cliqué sur votre résultat et en gros, il n'a pas trouvé ça pertinent. Donc, il est revenu, il a cliqué sur notre résultat, il est revenu, il a fait notre recherche, enfin peu importe. Alors qu'à l'inverse, le clic long, Google se dit, bah, ça c'est pertinent. Et on se rend bien compte, nous, que plus on a de trafic sur une URL via la recherche, plus elle remonte aussi naturellement. Vous avez plein de référenceurs connus, d'ailleurs, qui ont fait des tests. Tapez agence SEO et cliquez sur mon résultat, et on a vu que ces résultats remontaient. Preuve que Google utilise bien ce type de critères et que la notion d'expérience utilisateur et de pertinence de votre résultat final, elle va être hyper importante. Et d'ailleurs, toujours dans cette fuite, alors on aurait pu faire une conférence entière rien que là-dessus, il y a un deuxième point qui est pour moi hyper important, c'est que Google, quand vous allez décortiquer un peu son fonctionnement, c'est qu'en gros, il y a une notion qu'on appelle de site focus score, c'est-à-dire qu'en gros, il va noter le fait que vous êtes focalisé ou que vous êtes expert sur une thématique donnée. Donc, par exemple, SEMJ sur la partie contenu. Et ensuite, Google va juger chacun de vos nouveaux contenus, chaque nouvelle publication, selon ce qu'il appelle le site radius. Et le site radius, c'est de mesurer l'écart entre la thématique de votre contenu publié et la thématique détectée comme étant la thématique principale de votre site. Donc, ça, c'est des choses qui ont évolué et qui n'étaient, il y a 7-8 ans, qui n'étaient pas prises en compte par Google et qui maintenant ont changé. Et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote, on a déjà vu des clients à l'agence qui justement avaient des sites qui marchaient bien sur une thématique et qui se sont dit, je vais ouvrir à plus de thématiques, je vais créer une nouvelle section avec des thématiques qui sont éloignées.
Et quasiment systématiquement, ces prospects ou ces clients ont eu une chute de trafic avec les dernières mises à jour de Google. Donc, toutes ces évolutions sur l'utilisateur, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien en fait, pour moi, ça se résume à 3 choses qui, d'ailleurs, sont des choses que vous auriez déjà dû faire depuis des années, pour ceux qui ne se concentrent pas là-dessus. C'est que quand vous allez créer un site, vous devez réellement développer une expertise, hein. Le but, c'est pas de pondre des centaines de contenus lambda, mais de vraiment montrer votre expertise sur le sujet. Et donc, de répondre aux problématiques de l'internaute. Donc, on va créer des contenus de qualité. Et surtout, c'est que tout le reste de votre site autour, l'expérience utilisateur doit être bonne. L'accessibilité, le temps de chargement, la compatibilité mobile, la fluidité de la navigation, les bons call to action au bon endroit, c'est des choses où en 2025, vous ne pouvez plus passer à côté, vous devez impérativement mettre ça en place. Ça, c'est un indispensable. Et le corollaire de tout ça, ça m'amène au deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie purement marque. Si je vous montre cette photo, sans vous dire le nom de la marque, la plupart d'entre vous l'ont reconnu. Vous savez que c'est Starbucks qui fait des cafés plus ou moins bons en fonction de vos goûts en termes de café, mais il n'empêche que la marque est forte. Elle a été créée, elle a été développée. J'aurais pu vous donner aussi, par exemple, la marque Orange. Orange, la typo, la couleur. Si je vous dis Orange, vous voyez tout de suite le logo, ça saute dans vos yeux. Et pourquoi c'est important en SEO? C'est parce qu'en fait, quand vous décortiquez l'algorithme et les fuites de documents qui ont été donnés, il y a plein de choses qui y font référence. Donc, vous avez dans les documents des choses qu'on appelle les WebRef Entities, les sites authority, qui font toujours référence à l'autorité d'une marque ou d'un site sur une thématique donnée, ou ce qu'on appelle les entités nommées. Alors, juste pour rappel, les entités nommées pour tout le monde, une entité nommée, c'est ce qu'on appelle un objet factuel. Donc, ça peut être un lieu, ça peut être une date, ça peut être une personne, ça peut être une marque, ça peut être un événement, ça peut être tout ce genre de choses. Et Google va avoir une vraie base de données d'entités nommées. Et le but du jeu, c'est que vous deveniez une entité nommée. Votre marque doit le devenir, vos produits doivent le devenir, tout ce genre de choses. Si je prends l'exemple de l'iPhone, l'iPhone est une entité nommée, c'est plus un simple produit basique, c'est une vraie entité nommée dans l'algorithme de Google. Et d'ailleurs, pour ça, je l'ai remis juste là à la fin de la slide pour toujours avoir ce rappel. Quand vous allez créer votre site d'un point de vue technique, vous devez mettre les bons balisages chez moi.org pour aider Google à comprendre les différentes entités nommées de votre page, pour lui indiquer que vous parlez d'une entreprise, d'une personne, d'un produit, et ainsi de suite. C'est des choses qui sont hyper importantes. Et le Graal, c'est d'obtenir ce type d'affichage. Vous êtes dans le moteur de recherche, je tape Olivier Andrieux, et ce type d'affichage qui est sur ma capture d'écran, c'est justement le fait que Google a déterminé que Olivier Andrieux était une entité nommée à part entière, et donc il va avoir un affichage qui va être différent. Avec, vous voyez, j'ai différentes photos, j'ai son site de BD, j'ai son ancien site Abondance, je vais retrouver une vidéo d'ailleurs de CMJ aussi qui est mise en avant directement. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une entité nommée, et votre objectif, vous, c'est de faire en sorte que ce soit vous qui apparaissiez sur ce type d'affichage. Et quand je parle de marque, gardez bien conscience que même si le référencement naturel est un levier qui est extrêmement puissant, clairement, il y a d'autres leviers d'acquisition. Ici, je vous montre juste un exemple pour un secteur d'activité d'une capture d'écran d'une étude de marché faite par SimilarWeb, dans lequel en fait, ils essaient d'analyser les sources de trafic global d'un secteur d'activité. Et si on prend le temps de lire les chiffres, on se rend compte qu'en fait, dans ce secteur-là, grosso modo, le référencement naturel, c'est entre 30 et 40% de l'acquisition de trafic, donc ce dont on parle aujourd'hui. Mais en fait, j'ai d'autres types d'acquisition. J'ai du trafic référent, j'ai du référencement payant, j'ai de l'emailing, et j'ai surtout du trafic direct. Du trafic direct, clairement, c'est du trafic de marque. C'est des gens qui vous connaissent, ils vous ont mis en favori, ils viennent parce qu'ils vous connaissent. Et donc, le but du jeu, c'est justement de travailler votre marque pour capter ce type de trafic. D'ailleurs, si vous le faites bien, vous verrez que quand vous analysez dans la Search Console les mots-clés qui attirent des visiteurs sur votre site, vous aurez de plus en plus de mots-clés de marque où on tape votre nom, votre prénom, le nom de votre société, etc. Preuve que des gens vous recherchent directement vous. Et là, vous n'avez plus de concurrence. En fait. Vous êtes tout seul et vous pouvez y aller comme vous voulez. Donc, c'est cette notion de marque. Et pour moi, c'est vraiment presque la notion la plus importante. Et ben, en SEO en 2025, vous devez toujours vous dire, OK, moi, je dois devenir le leader de mon marché. Je dois avoir une marque forte, qui est identifiable, qui est reconnue pour son expertise. Je vais mettre en place toute la notion technique dont j'ai parlé, balisage schéma.org, etc. Et ensuite, il faut ouvrir ses chakras. Il faut aller chercher ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je mets en place une vraie stratégie de com là où sont mes prospects et mes clients.
je peux faire de l'événementiel, je peux faire des partenariats, je peux faire de l'ADS, je peux faire du guest blogging. L'idée, c'est d'aller un peu ailleurs et vraiment d'avoir cette notion multicanal. Alors, bien entendu, on n'a pas tous les budgets de com d'Apple, par exemple. L'idée, c'est de cibler en fonction de son budget et de ses objectifs, mais pour moi, ça reste vraiment un indispensable en 2025. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? Si je résumais un peu cette conférence de tout ce que vous devez mettre en place en 2025, tout ce que vous devez ne pas oublier. Et je voulais résumer en un simple schéma, mais vous allez voir en fait qui est assez simple, mais qui marche dans tous les cas de figure. La première, c'est ce que vous avez en haut à droite, ça peut paraître basique, mais ne croyez pas Google. Google nous a menti depuis des années. Google nous avait toujours dit on n'utilise pas le comportement utilisateur, finalement ils le font. Il nous a toujours dit dans les communications officielles ne faites pas de lien, ça ne sert à rien, etc. Alors qu'on sait tous que ça a un impact énorme en SEO. Donc ne croyez pas Google, mais faites quand même de la veille pour savoir ce qui se passe. Ensuite, ayez un site dans lequel vous pensez vraiment expérience utilisateur. L'internaute qui arrive sur votre site, il doit comprendre vraiment où est-ce qu'il est, c'est qui a écrit le contenu, quelle est la marque, qu'est-ce qu'il va trouver sur le site, sur quoi il doit cliquer pour continuer à répondre à son besoin, etc. L'expérience utilisateur, c'est un levier énorme pour votre trafic. Vous aurez ensuite toute la partie plus classique, répondre aux besoins et contenu de qualité. Donc là, vous pouvez notamment utiliser SEMrush pour aller rédiger des contenus, etc. Mais toujours en ayant en tête, gardez bien ça, c'est je pars de mon prospect. C'est qui, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi son besoin et qu'est-ce que je peux faire pour répondre à son intention de recherche. Donc ça, c'est des choses que vous allez devoir continuer en 2025, c'est indispensable. Et bien entendu, toujours dans la partie classique, la partie excellence technique. Donc là, tous les sujets que j'ai parlé, le temps de chargement, la compatibilité mobile, le schéma.org, la chasse au contenu dupliqué, les URL inutiles, etc., etc. Ça, c'est des choses importantes. Et ce qui, pour moi, de plus en plus important, c'est qu'il va grossir, et j'en reste persuadé, si vous voulez percer en SEO en 2025, vous devez absolument avoir une approche multicanal. C'est-à-dire, oui, foncez sur les SEO, c'est indispensable, mais faites aussi d'autres actions de communication sur d'autres canaux, de l'ADS, de l'emailing, les réseaux sociaux, allez-y, vraiment, foncez. Et surtout, développer une vraie expertise et une marque forte, c'est vraiment un des meilleurs leviers SEO pour 2025. Et j'ai terminé cette conférence. Donc, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, un grand merci, Daniel, pour cette superbe conférence qui permet de bien lancer cette 9e édition du SEO Square, d'avoir une belle vue d'ensemble sur les enjeux du moment du SEO. Et tu as de nombreuses questions, Daniel, auxquelles répondre. Il nous reste 8 minutes. Il va falloir faire des choix. J'imagine que pour celles et ceux qui ont posé des questions, ils pourront également te contacter par LinkedIn en direct. Exactement. Parce que là, j'en vois 25, donc je n'aurai pas le temps de répondre. On ne saura pas tout faire. Voilà, je vais essayer d'en prendre quelques-unes au fur et à mesure. Je vais essayer de remonter en partant des premières pour essayer de répondre à certaines. D'abord, une petite question qui avait été posée par rapport à PageSpeed Insight et la partie compatibilité mobile. Oui, il y a un outil dans PageSpeed Insight qui vous donne quelques éléments sur la partie mobile, mais clairement, ça remplace pas du tout l'ancien outil de compatibilité mobile. Il y a plein de choses qui manquent pour faire une vraie analyse. Et moi, vraiment, je vous conseille BrowserStack si vous voulez un vrai outil. Alors, c'est payant, il faudra mettre un peu la main au porte-monnaie. Mais clairement, si c'est un enjeu pour vous, pour vos équipes de dev, foncez parce que c'est vraiment un outil qui va être hyper important sur la partie mobile. Donc ça, en tout cas, faites-vous plaisir, il faut y aller. Ensuite, alors je vois des questions vraiment très précises, donc pour le coup, je vais peut-être passer un petit peu. Je vois une question qui est un peu plus classique. Comment connaître notre PageRank? Alors, avant, on pouvait, si je reviens il y a 15 ans, avec Nicolas, on pouvait connaître notre PageRank. C'était la fameuse petite barre verte. C'était pratique. On ne peut plus. On peut essayer de le simuler, on peut essayer de l'extrapoler grâce à des outils comme Majestic, Ahrefs, ce genre de choses. Ça reste des outils externes, c'est pas précis, ça vous donne des ordres de grandeur, surtout qu'on peut les manipuler, hein, clairement. Mais en tout cas, non, vous ne pourrez jamais connaître votre PageRank. Clairement, là-dessus, désolé, mais on ne pourra pas. Je vois, alors j'ai 3 questions, donc je pense que je vais quand même la prendre celle-ci. 3 questions sur l'IA. Comment est-ce qu'on fait pour manipuler l'IA? Alors,
c'est un grand sujet, mais en fait, on va la manipuler d'abord sur un point précis, et d'ailleurs qui rejoint la fin de ma conférence. Comment est-ce qu'on fait pour manipuler l'IA? L'IA, grosso modo, la réponse qu'elle donne, c'est en absorbant les contenus qu'elle trouve sur le web. Donc, si vous voulez manipuler l'IA, il faut bien qu'elle trouve des contenus dans lesquels votre marque est citée. Si je veux qu'on dise que SEMJ est le meilleur outil pour rédiger un bon contenu SEO, il faut que l'IA trouve des articles, des sites, des réseaux sociaux, ce que vous voulez, dans lesquels c'est des choses qui sont dites. Ça, c'est honnêtement la meilleure façon de le faire. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui travaillent leur marque énormément, leur expertise, et qui sont pour le coup après vraiment reconnues, en fait, elles n'ont pas besoin de manipuler l'IA. Ça devient naturel. Automatiquement, elles ressortent parce qu'elles sont énormément citées. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, l'IA, elle s'entraîne aussi avec sa propre utilisation. Plus j'ai de gens qui utilisent l'IA et qui vont essayer de la faire s'axer sur un certain type de réponse, vous savez, quand vous grondez ChatGPT parce que vous lui dites qu'il a mal répondu à votre question, bah, c'est exactement ça en fait. C'est en fait, non, là tu t'es trompé, est-ce que tu peux raffiner, vous reposer votre question? Ça, c'est aussi des choses qui vont entraîner l'IA. Donc, plus vous aurez de gens qui vont l'utiliser, qui vont lui poser des questions pour que ça revienne vers vous, ça va aussi faire remonter votre site, votre marque et vos produits. Et gardez en tête que le meilleur moyen de le manipuler, c'est que Google ait trouvé par lui-même des contenus qui lui permettent directement de donner la bonne réponse, en tout cas de parler de vous. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes. Je continue sur mes questions, il me reste encore quelques minutes. Concernant les visuels, auriez-vous des exemples de bons alt? Alors, ça, j'en parle parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur sur la partie accessibilité. Juste pour rappel, un texte alternatif, c'est vraiment une notion d'accessibilité pour faire en sorte que les gens ayant un handicap puissent comprendre votre image. Et en fait, un bon alt, c'est un alt qui décrit parfaitement l'image et qui décrit cette image par rapport à son contexte. Si je mets, si par exemple je prenais là l'écran que vous voyez en capture d'écran, quand je vais dire Daniel Rock en train de faire une conférence au SO Square, cette photo de moi aurait ce texte alternatif. Mais si je reprends une photo de moi seul avec un autre contexte, dans un article qui est Daniel Rock, je ne mettrai pas le même texte alternatif. En fait, c'est chaque image a son texte alternatif en fonction de son contexte. Donc, l'idée, c'est de décrire parfaitement l'image. Et quand vous faites ça, en général, l'image va automatiquement bien se référencer dans Google Images. Donc, vous n'aurez pas trop de problématiques là-dessus. Je continue un peu. Cette question, après, me fait un petit peu rire. Donc, on n'attend plus le Google SGE. Alors, juste pour rappel, Google SGE, Search Generative Experience, c'était l'ancien nom qui était donné par Google pour intégrer les résultats de l'IA dans le moteur de recherche. Maintenant, ça s'appelle AI Overviews. Donc, on n'attend plus les Google SGE. Alors, potentiellement, ce sera déployé en France et en Europe. Il y a des notions légales pour lesquelles, d'ailleurs, ce n'est pas déployé aussi rapidement parce que le droit d'auteur dans l'Union européenne a quand même une importance beaucoup plus grande et que ça pose beaucoup de problématiques. Donc, ça peut y arriver. Mais même si ça y arrive, honnêtement, si je prends aujourd'hui les résultats qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis, clairement, l'IA dans le moteur de recherche, dans lequel vous faites une recherche et Google fait une réponse par IA, c'est assez anecdotique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte et essayer d'être dans cette réponse, mais finalement, ça a beaucoup, beaucoup moins d'impact que ce que ça pourrait avoir, en fait, que ce que ça aurait été prévu, en tout cas, auparavant. Donc ça, vraiment, c'est des choses qui vont être importantes. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps, Nicolas? Il doit me rester 2-3 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Il te reste 2 minutes, en effet. 2 minutes, je vais faire encore une ou deux questions, et puis après, je pense que si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser après ces 2 petits jours de conférence. Je vais reprendre celle-ci sur la partie entité nommée. Est-ce qu'il y a des astuces pour faciliter le fait d'être référencé en tant qu'entité nommée? Alors, oui, le simple fait, c'est que vous devez penser justement, ne pas penser SEO au premier abord, penser communication au sens large. C'est-à-dire que vous allez vous dire, OK, moi je crée, je sais pas, moi je crée une cave en ligne, par exemple, et ben, je veux devenir le caviste en ligne de référence. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse parler de moi partout. C'est-à-dire que sur tous les sites qui vont parler de vin, je vais faire en sorte de parler de moi. Il faut que mon nom de marque apparaisse, il faut que j'ai des liens aussi, pour vraiment que quand Google parcourt le web, à chaque fois, ils se disent, bah tiens, en fait, je retombe toujours sur le même caviste, donc ça a l'air d'être quelqu'un de connu. Et après, c'est sur votre propre site, c'est lebonbalisaschema.org.
et surtout créer des vrais contenus de qualité avec une vraie identité de marque qui va, comment dire, être bien mise en avant, qui va être reconnue, et puis pas faire un contenu lambda. Si je parle d'un champagne, je ne vais pas faire ma petite fiche descriptive classique. Il faut vraiment que je fasse un test produit, il faut vraiment que j'aille en long, en large, en travers. Je peux faire des photos, je peux faire des vidéos démos, enfin, je peux faire plein de choses en fait. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'une bonne entité nommée, c'est surtout une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie marketing en avant. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être hyper importantes. Et je prendrai une dernière question, je pense que ce sera la dernière. Est-ce qu'il y aura un impact du RGAA courant 2025 ? Donc juste pour un rappel sur ce qu'est le RGAA, c'est une norme d'accessibilité qui est d'ailleurs très enquiquinante quand vous faites de la conception de site, parce que c'est très carré sur ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire en termes de code HTML. Le RGAA, d'un point de vue purement SEO, n'aura pas d'impact. Parce qu'en fait, le RGAA, enfin, il y aura de l'impact et pas d'impact. Ça n'a pas d'impact dans le sens où ça va changer quelque chose. Mais en fait, il faut savoir que le RGAA, ça va être surtout beaucoup de bonnes pratiques d'accessibilité de normes. Donc, si vous appliquez le référentiel correctement sur votre site, et donc que vous avez vraiment une notion d'accessibilité extrêmement poussée, et ben finalement, vous allez aussi rejoindre plein de critères SEO. Parce que si vous êtes accessible, ça veut dire que vos images ont un bon texte alternatif. Ça veut dire que je n'ai pas de lien cassé. Ça veut dire que mes liens sont compréhensibles. Donc, ça veut dire que j'ai une bonne encre de lien dans mon maillage interne, enfin, etc., etc. Donc, ça n'a pas d'impact direct, mais de manière indirecte. Si vous l'implémentez, ça veut dire que votre site, théoriquement, il est propre techniquement et donc il va pouvoir correctement se référencer. Et je crois que je n'ai plus de temps. Eh bien, merci Daniel pour cette superbe conférence, pour cette session questions-réponses. C'était vraiment top. Et donc, on vous propose 10 minutes de pause avant la reprise. À 10h30, nous aurons une conférence sur une marque, je pense que nous connaissons tous, Santé Vet, le leader de l'assurance pour nos amis les animaux, et où Cécile, aux côtés de Michel, nous expliqueront comment ils sont allés chercher une croissance à 3 chiffres en termes de trafic, notamment grâce à une stratégie de contenu à la fois orientée internaute et international. Donc, ça promet d'être passionnant. Et donc, on vous propose maintenant une pause. Sachez que vous pouvez rester là. Vous n'avez pas besoin de partir. On reprendra juste dans 10 minutes. Voilà. À tout de suite. Et merci encore, Daniel. Merci à tous. À bientôt.